Bonsoir à tous et merci de nous suivre chaque soir. Nous allons découvrir ensemble les grands titres de ce journal. Les vacances de la Toussaint touchent à leur fin. Nous verrons qu'à cette période de l'année, les voyageurs au long cours sont moins nombreux. Beaucoup de locaux font le choix de rester dans la région. Et il faut dire qu'à Monaco, les animations ne manquent pas entre la foire attraction et le mythique musée océanographique. C'est ce que nous verrons dans un instant. D'une période de vacances à l'autre, tous les regards sont déjà tournés vers la période des fêtes. Noël se prépare bien avant l'heure et certains redoutent une pénurie sur des produits en provenance d'Asie, notamment en raison de la crise internationale que nous traversons encore. Nous ferons le point, crainte avérée ou pas. Alors que se referme aujourd'hui le forum de la coopération financière des CRF francophones du groupe Egmont, nous serons avec Robert Ophel, le président de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Il nous expliquera comment s'organise aujourd'hui le vaste combat mondial contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme notamment. Pour nous mettre l'eau à la bouche, Marcel Ravin sera notre deuxième invité. Il cuisine à 4 mains ce soir avec Mauro Colagreco. Deux chefs inventifs dont la réputation n'est plus à faire. Il clôture le festival des étoilés proposé depuis la fin du mois de mai par la Société des Bains de Mer. Au chapitre sportif, nous reviendrons sur le match nul 0 partout entre Monaco et le PSV Eindhoven en Europa League. Tout n'est pas perdu pour les footballeurs monégasques qui restent en tête de leur groupe. Mais débutons donc ce journal par cette ère de vacances qui flotte encore un peu. Les élèves reprendront les cours lundi, mais d'ici là, il reste encore un week-end pour profiter notamment des animations mises en place à Monaco. Ambre Stalder est partie pour vous à la chasse aux bonnes idées. Pas besoin de partir bien loin pour profiter des vacances. À Monaco, il y a toujours quelque chose à faire, entre balades et découvertes à travers la ville ou encore sensations fortes à la foire d'attractions, sans oublier les visites au musée. Sur le Rocher, par exemple, le monde aquatique du musée océanographique vous attend. Alors en ce moment, vous avez la possibilité de découvrir le musée par différentes animations. Donc le bassin tactile, qui là permet de découvrir les animaux de la Méditerranée, la biodiversité, en petits groupes, en famille, autour d'un bassin qui est l'animateur qui va expliquer comment se déplacent ces animaux, comment ils se nourrissent, tout en mettant les mains dans l'eau. On peut aussi avoir la sensation d'être sous l'eau, l'animation immersive 360, c'est une plongée virtuelle à 360 degrés, avec une plongée au cœur d'un récif corallien et une plongée avec à la rencontre des mammifères marins autour du monde. Enfin, si vous avez l'esprit un petit peu, on va dire, d'énigmes, on a une animation qui est autour d'une escape game, donc un escape game plutôt familial avec des enfants de 30 minutes pour partir à la découverte des explorations du prince Albert Ier. Donc ça se passe dans un des bateaux que le prince Albert Ier a utilisé et là il faut échapper à la tempête en moins de 30 minutes. Autre animation à faire en famille, depuis le 23 octobre, le musée océanographique cherche son nouveau visage à travers la campagne visuelle Tous Océano et vous avez jusqu'à dimanche soir pour envoyer votre photo. Pour participer, c'est assez simple, il suffit de choisir un animal qui est disponible justement sur le site du musée ou à l'intérieur du musée, autour d'un photobooth. Et le but, c'est de mimer cet animal pour montrer un petit peu le lien qui existe toujours entre l'humanité et le milieu marin, et de reconnecter un petit peu ce lien. Si la météo de ces derniers jours ne vous a pas forcément donné envie de vous balader en plein air dans les allées du parc Princesse Antoinette par exemple, le soleil devrait briller en cette fin de semaine, un temps idéal pour profiter des différentes activités et flâner au cœur du jardin. Tout simplement visiter le parc. Eh bien, écoutez, je suis avec mes petits-enfants, voilà, et on a trouvé ce parc qui est, je trouve, très très sympa. Qu'est-ce qu'ils préfèrent faire ici? Ben voilà, il fait un petit peu de trottinette. Et moi, ça me permet de m'asseoir sur un banc et peut-être lui donner le biberon tout à l'heure. Je viens faire un peu de sport avec mes copains là-haut. Et t'aimes bien venir au parc? Oui. Qu'est-ce que vous faites au parc les après-midi comme ça? Parfois, on fait du basket, du tennis ou du football. À 48 heures de la rentrée et de la fin des vacances, on peut déjà dresser un premier bilan positif puisque la fréquentation des sites est en hausse à Monaco comparée à l'année dernière.
Nous l'évoquions en début de semaine, le forum de la coopération financière des cellules de renseignement financier francophones du groupe Egmont s'est tenu à Monaco. Il a refermé ses portes ce soir et parmi les intervenants qui ont pris part au débat, il y a eu le président de l'autorité des marchés financiers, une instance française qui est au cœur de la lutte contre la criminalité financière et il est notre invité. Bonsoir Robert Ophel. Bonsoir. Vous participez à ce forum sur la coopération et le renseignement financier. Comment cela se passe-t-il dans les faits? Comment les États travaillent-ils de concert dans ce domaine? Ce sont des échanges entre autorités nationales concernant les enquêtes que nous pouvons mener vis-à-vis des abus de marché. C'est-à-dire, les abus de marché, c'est quoi? C'est des informations fausses qui ont des conséquences déplorables sur les cours d'un certain nombre de titres. Et c'est aussi ce qu'on appelle les délits d'initiés, c'est-à-dire des gens qui ont des informations privilégiées et qui les utilisent pour faire des opérations fructueuses. C'est ce qui se cache derrière ce terme global de criminalité financière. Alors, la criminalité financière, c'est d'une part ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire les abus de marché, et d'autre part, tout ce qui tourne autour du blanchiment. Le blanchiment, c'est quoi? C'est traiter des flux, des fonds qui ont une origine illicite pour pouvoir les blanchir, c'est-à-dire leur donner une apparence licite. Et on voit que les institutions financières au sens large peuvent, s'ils n'y font pas garde, participer et aider à ce blanchiment d'opérations de fonds d'origine illicite. Donc je dirais, pour moi, la délinquance financière, ce sont ces deux éléments-là. Et est-ce que, comme c'est le cas dans de nombreux domaines d'ailleurs, les pays les plus pauvres sont aussi les moins bien armés? Et que font les pays les plus riches pour les soutenir dans ce combat dont il est nécessaire qu'ils soient partie prenante eux aussi? Ce que l'on voit, c'est que ces flux financiers illicites, ils vont souvent, malheureusement, des pays les plus pauvres vers les pays les plus riches. Et donc, naturellement, tout ce que l'on fait dans les pays les plus riches pour combattre ces flux illicites bénéficie en fait aux pays les plus pauvres. Robert Ophel, l'un des grands enjeux actuels, c'est bien évidemment la lutte contre le financement du terrorisme. Comment s'opère ce combat? Est-ce qu'il est restreint à certaines zones du monde ou pas du tout? Le financement du terrorisme a des caractéristiques très particulières. Lorsqu'on parle de blanchiment, on parle souvent de vastes quantités d'argent qui circulent pour pouvoir être blanchis. Quand on est sur le terrorisme, c'est beaucoup de petits fonds, de petits versements dont il faut détecter le caractère illicite. Et donc, ce sont des techniques qui sont différentes entre le blanchiment et le financement du terrorisme, même si ça concerne les mêmes acteurs financiers qui doivent les rechercher et faire des déclarations aux autorités en tant que de besoin. Est-ce que les nouvelles technologies ont été un apport non négligeable justement dans cette quête de recherche d'informations pour lutter contre le financement du terrorisme, ou est-ce qu'au contraire ça a un petit peu opacifié les choses? Non, non, l'utilisation des techniques d'intelligence artificielle pour mettre en évidence des circuits étranges qu'il faut analyser plus avant apporte énormément dans cette lutte. L'intelligence artificielle peut détecter des choses bizarres, anormales, qu'il faut essayer de mieux comprendre. Le risque, c'est d'avoir dans ces affaires-là ce qu'on appelle trop de faux positifs. En améliorant nos techniques d'intelligence artificielle, on arrive à réduire le nombre de faux positifs et se concentrer là où sont vraiment les vrais risques. Évoquons, si vous le voulez bien, à présent la question de la transparence fiscale. Les efforts de Monaco, en l'occurrence, depuis ces dernières années, ont payé. Monaco a pris la mesure du problème. Par construction, on le voit ici, Monaco est un endroit
où il y a beaucoup de richesse. Et donc, comme il y a beaucoup de richesse, eh bien, les risques, que ça soit de blanchiment, sont significatifs. Et je crois que les autorités de Monaco ont pris la mesure de l'enjeu et ont développé des politiques qui, je l'espère, vont pouvoir d'ailleurs se traduire par des évaluations. Je pense que ces évaluations seront positives et à la mesure des efforts qui sont réalisés ici. Il est question, lors du forum auquel vous assistez, des crypto-actifs. Qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est pas un terme très connu du grand public. Fondamentalement, un crypto-actif, c'est un actif numérique qui est émis et géré sur un système informatique qu'on appelle décentralisé. Derrière cette définition un peu vague, il peut y avoir des réalités très différentes. Entre un bitcoin derrière lequel il n'y a aucune réalité matérielle. Et puis il y en a d'autres jetons dans lesquels il peut y avoir une réalité matérielle, soit parce que ça représente un droit d'usage sur quelques services, parfois un droit de propriété sur des images virtuelles. Et donc il y a une multitude de réalités derrière cette appellation. Et la seule point commun, c'est que c'est géré sur un système informatique qui est particulier parce qu'il n'est pas centralisé sur un seul ordinateur tenu par une banque ou une institution financière. Oui, c'est aussi en quelque sorte la finance d'aujourd'hui et demain. Enfin, c'est l'une des thématiques qui est chère à l'autorité des marchés financiers que vous présidez. Finance et développement durable peuvent et doivent avoir des destins communs. Je crois que si la finance ne se met pas complètement au service du développement durable, alors nous sommes tous perdus. La transition vers la neutralité carbone demande des investissements massifs. Et par exemple, ces investissements massifs, eh bien, il faut que la finance puisse les réaliser et les rendre possibles. Robert Ophel, merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir. Ouvrons le volet sportif de ce journal avec un résultat certes en demi-teinte, mais qui n'handicape pas totalement l'AS Monaco FC. Bonsoir Frédéric Elion, nous parlons de l'Europa League et du match Monaco-PSV Eindhoven. Bonsoir Patricia, effectivement, les joueurs de Niko Kovac n'ont pas réussi à faire sauter le verrou néerlandais dans un match fermé et pauvre en occasion avec un seul tir cadré dans cette rencontre. Sofiane Diop aurait pu bénéficier d'un penalty à la 84e, mais au final, ce match nul 0-0 est un résultat plutôt positif puisque Monaco est toujours invaincu dans la compétition et garde la première place du groupe qui est directement qualificatif pour les huitièmes de finale. Avant les deux derniers matchs, la réception de la Real Sociedad et un déplacement à Graz en Autriche. Oui, à noter que l'AS Monaco FC sera encore représenté en équipe de France lors du prochain rassemblement. Aurélien Tchouaméni et Wissam Ben Yedder ont été appelés par Didier Deschamps pour les deux prochains matchs des Bleus, le samedi 13 novembre contre le Kazakhstan et le mardi 16 en Finlande. Sport encore avec ses informations pratiques et cet appel à bénévoles pour le Giro dei Natali. C'est le grand rendez-vous de la fin d'année en principauté pour tous les amateurs de course à pied où Giro dei Natali rassemble chaque année près de 2000 coureurs. Cette année, la course aura lieu le dimanche 12 décembre. Écoutez le président de l'association sportive de la sûreté publique, Bastien Isaïa. Le parcours ne change pas. On reste sur la place du Palais, la place du Casino et le départ se passe toujours sur le boulevard Albert Ier. Donc c'est vraiment une course un peu atypique avec des montées. Et ce qui nous plaît beaucoup, c'est le mélange entre les professionnels et les amateurs. On compte 130 bénévoles qui viennent avec plaisir nous donner un coup de main. On les reçoit avec les viennoiseries, le café, le petit repas à la fin de la journée. Donc on invite les gens qui sont désireux de participer, de nous aider, à nous contacter également. Giro dei Natali est aussi ouvert aux enfants, Patricia, avec un parcours de 900 mètres pour les plus petits et un tracé d'1,6 km pour les benjamins et minimes. Si vous souhaitez devenir bénévole ou vous inscrire pour la course, vous pouvez vous rendre sur cette adresse qui s'inscrit en bas de votre écran. Enfin, du rugby, Frédéric, avec ce match de Fédéral 3 au sommet ce week-end.
Monaco reçoit Aubagne dimanche à 15 h au stade Prince Héréditaire Jacques. Un match de haut de tableau entre deux équipes qui comptent le même nombre de points après 5 journées et qui occupent les 2e et 3e places de la poule 7 de Fédéral 3. Les Monégasques restent sur 2 victoires d'affilée face à Sifour, 53-16, et à Draguignan, 19-18, et pourraient prendre la tête du classement dimanche soir en cas de nouveau succès et en fonction du résultat du Mourillon. Le Mourillon, quartier du littoral toulonnais pour les connaisseurs. Nous vous retrouverons, Frédéric, avant la fin de cette édition pour faire le point sur les sorties culturelles du week-end. Un week-end qui va débuter de la plus belle des manières ce soir pour les heureux convives de Marcel Ravin et Mauro Colagreco. Les deux grands chefs s'associent pour proposer un menu commun lors de la dernière soirée du Festival des Étoilés. Nous retrouvons au Monte-Carlo Bay, non loin de ses fourneaux, le chef du Blue Bay. Bonsoir Marcel Ravin. Bonsoir. Vous aviez débuté cette expérience à 4 mains avec Michel Saran, si j'ai bonne mémoire, fin mai. Vous accueillez aujourd'hui dans vos cuisines Mauro Colagreco. C'est une idée séduisante, cette formule en binôme derrière les fourneaux? Oui, et puis je l'ai fait avec 2 amis. Michel, c'était le tout premier qui m'avait accueilli lors d'un festival à Toulouse quand je suis arrivé en principauté. Et Mao, on s'était promis, parce que nous sommes arrivés en même temps, quasiment en 2005. Vous avez des parcours communs, c'est vrai, personnels. On s'est liés d'amitié, parce que nous, tous les deux, on venait de quelque part, et on se retrouve dans cette belle et magnifique région. Et nous nous étions promis de faire ensemble un jour, voilà, c'est juste une partition culinaire. Et comment se passe la préparation? Vous avez fait votre marché ensemble, vous avez planché longtemps avant sur le menu? Mercredi, j'étais chez Mao, j'ai cuisiné chez lui, avec lui. Et là, c'est un espèce de match retour. Il vient ici. Et bien sûr, tous les deux, nous avons nos potagers et tout cela. Bon, j'ai puisé quand même à l'écriture du menu. Bien sûr, on a privilégié chacun nos potagers, notre style culinaire. Mais ce matin, je suis allé au marché à la Condamine. Parce que le marché m'inspire et j'avais envie de me balader dans le marché. Quand je suis revenu, finalement, j'ai dû quand même changer pas mal de choses parce que le marché m'a donné une énergie tellement folle que voilà. Et qu'est-ce qui vous a guidé au-delà du marché? Vous vous êtes trouvé des terrains d'entente où vous allez justement miser sur la diversité de vos cuisines respectives? Absolument, c'est pour ça que le thème c'est origine mêlée. Comme ça, j'ai voulu intituler le menu. Ce sont nos origines qui seront mêlées à cette belle histoire. Et Mao a sa signature, il a son identité, moi j'ai la mienne. Et finalement, elles sont quand même assez communes. L'Argentine, les Caraïbes, c'est quasiment la même. Il y a quand même un petit peu de notre ADN à tous les deux. Bon, et Marcel, est-ce que l'on peut avoir une petite idée du menu qui sera proposé? Ce soir, Mao, lui, il fera 2 petites entrées. Bien sûr, on sera sur une tuile de riz croustillante avec un tartare de poisson dont il a le secret en assaisonnement. Moi, je sers un thé glacé à base de feuillage qu'on appelle le madou. Et ensuite, le dîner va commencer où lui, il enverra une rose de poisson de Méditerranée avec des copeaux de radis, mais vraiment comme une fleur, et un brouillon aux agrumes. Moi, je continue avec un tartare de veau du Piémont parce que j'ai voulu privilégier quand même aussi le territoire. Non, il y a des choses assez intéressantes. En entrée, ce sera une espèce de terre-mer. Et moi, ça, je vais travailler sur de la patate douce qu'on avait récoltée de notre jardin de l'année dernière, parce que j'aime bien, quand on a trop de production, pouvoir conserver des produits, que ce soit dans des bocaux ou en fermentation ou en pasteurisation. C'est la cuisine durable, c'est aussi un concept que vous partagez tous les deux, hein?
Oui, bien sûr. Et puis, bon, on sait bien sûr tous les efforts qui sont mis ici en principauté pour préserver ça et pour aller dans ce sens. Alors, finalement, nous, cette région qui nous a accueillis, on s'adapte aussi à cette région, mais ça fait partie de notre culture aussi. Vous clôturez ce soir tous les deux cette première du Festival des Étoilés de la SBM. Au-delà, comment se prépare la saison hivernale au Blue Bay ? Moi, j'ai toujours dit, j'ai la chance d'être dans une maison ici au Monte Carlo Bay et avoir un restaurant où il y a une liberté d'expression. Finalement, comment on clôture ça? On clôture ça au rythme de la saison. Le Blue Bay sera fermé, c'est le dernier soir justement du Blue Bay. Tiens, j'ai un peu de nostalgie là. Et on va ouvrir le 15 décembre. Merci Marcel Ravin d'avoir accepté de répondre à nos questions et bon service pour ce dernier opus du Festival des Étoilés de la SBM. Merci, merci. Frédéric Elion nous rejoint pour les idées de sortie culturelle de ce week-end. À la Maison de France, tout d'abord, une exposition qui joue les prolongations. Aux portes de Lorient, c'est l'histoire d'une rencontre improbable entre une dynastie d'artisans décorateurs libanais, les Tarazi, et une artiste française, Virginie Broquet, qui parcourut le monde en quête des ambassades de France. L'exposition est à découvrir à la Maison de France jusqu'au 12 novembre. Une autre exposition au Quai Antoine Ier portant sur l'histoire de Monaco. Oui, Conquête Pacifique, les extensions en mer à Monaco, 1000 mètres carrés d'exposition avec 300 documents d'archives, photographies d'époque ou aquarelles qui montrent un Monaco en perpétuel mouvement. Avec les nombreuses extensions en mer au fil des années, cette exposition retrace un siècle d'histoire monégasque. Vous pourrez vous promener du côté du Port Hercule, réaménagé par le prince Albert Ier en 1910, à Fontvieille ou encore du côté du futur quartier Marais-Terra, prévu pour 2025. Autre idée de sortie, mais musicale cette fois, proposée par l'OPMC. Un ciné-concert familial à découvrir à l'Auditorium Régnier 3 dimanche à 15h avec la projection d'un film muet Sherlock Junior de Buster Keaton, accompagné d'une musique improvisée au piano de Paul Lay. Rendez-vous sur le site de l'OPMC pour réserver vos places. C'est noté. Au début de cette édition, nous vous proposions un focus sur les activités de la Toussaint. Mais tous les regards sont déjà tournés vers les prochaines vacances et la période très attendue de Noël. Et oui, le réveillon, c'est déjà dans 8 semaines. Et difficile d'imaginer cette fête sans cadeau. Dans les magasins spécialisés, on s'inquiète en raison du manque de certaines matières premières. Y aura-t-il assez de jouets pour tout le monde le 25 décembre? C'est une enquête signée Ambre Stalder et Jean-Alexandre Dordet. À voir les rayons de ce magasin de jouets, il devrait y avoir assez de cadeaux sous le sapin pour tout le monde. Et pourtant, les professionnels du secteur parlent d'une pénurie. La raison, en Asie, l'épidémie de Covid-19 ralentit les productions. Certains ports sont également fermés. Résultat, beaucoup de jouets manquent à l'appel à 8 semaines de Noël. Il y a des produits qui ne seront même jamais livrés, des produits qui sont en catalogue qui n'arriveront pas. Lesquels par exemple? C'est souvent des produits avec des puces électroniques. Mais il y en a chez tous les fournisseurs, il y a un produit par-ci, un produit par-là. Ou alors on les aura 2 jours avant Noël, ça c'est tout à fait possible. Des produits à puces électroniques donc qui correspondent à environ un tiers des jouets de ce magasin. Si certains clients rares encore prennent de l'avance sur leurs achats, d'autres ne sont pas pressés et se rassurent. D'un naturel, je ne suis pas inquiète alors. Les enfants, ils seront quand même gâtés. Si cette épidémie a changé vos habitudes d'achat, contrairement à ce que l'on pourrait croire, les géants du net aussi seront impactés. Ils ont les mêmes fournisseurs, ils ont les mêmes produits, ils arrivent pareil. Donc oui, la seule différence, ils commandent plus, mais ils auront le même pénurie. D'ailleurs, je conseille, sans montant, de venir parce que la conjoncture, elle n'est pas bonne, les transports, on est mal livrés. Si vous voyez quelque chose en magasin, prenez-le tout de suite. Et vos clients vous parlent de cette pénurie? Certains, oui. Les grands-parents surtout, plus que les parents. Autre conséquence de cette pénurie de jouets, les prix. Ils devraient augmenter à cause de la hausse des prix des matières premières, mais aussi du manque à gagner. Un conseil donc, prenez de l'avance dans vos achats. Ce journal ne serait pas tout à fait complet sans les prévisions météo pour la journée de samedi. À quoi doit-on s'attendre, Frédéric ? Les journées se suivent et se ressemblent, Patricia, avec encore du soleil, un peu de vent le matin et des températures comprises
Entre 9 et 16 degrés, le soleil se lèvera à 7h10 pour se coucher à 17h17. Samedi 6 novembre, nous fêterons les Léonards. Oui, mais attention, une belle journée avant une nouvelle dégradation annoncée. Nous vous donnons rendez-vous demain à 19h pour une nouvelle édition. Dans un court instant, la suite de vos programmes sur Monaco Info avec un nouveau numéro du magazine Asphalte, le magazine de l'automobile de Vanessa Dessy, dédié aujourd'hui à l'Alpine A110, une émission tournée sur le plateau du Turini que connaissent bien les amateurs de rallye notamment. Nous nous quittons avec ces belles photos de Manuel Vitali, des clichés en provenance d'Athènes où la Roca Team s'attaque à l'Olympiakos Le Pirée ce soir en Euroleague. À demain, 19h, très belle soirée à vous.